Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce 19-20. Pas de nouvelles annonces de confinement et 20 départements placés en surveillance renforcée des Hauts-de-France à PACA en passant par l'Île-de-France. Des mesures de freinage de l'épidémie seront prises la semaine prochaine. Elles entreront en application à partir du 6 mars. Les enjeux des prochains jours avec Jean-Baptiste Marteau. Le gouvernement poursuit et assume sa politique de vaccination ciblée. Premières injections aujourd'hui chez les généralistes. Priorité aux plus de 2 millions de personnes âgées de 50 à 64 ans et qui présentent des facteurs de risque. Les concessions automobiles de moins en moins nombreuses, un tiers pourrait disparaître dans les 10 ans. La crise a amplifié la tendance des ventes de voitures neuves sur Internet. La charentaise à nouveau à la mode, 130 000 paires vendues l'an passé. Avec le télétravail et le confinement, le chausson Made in France a retrouvé toute sa place à la maison. Le gouvernement se laisse donc quelques jours pour prendre des décisions. Rien ne changera avant le 6 mars, fin des vacances scolaires pour tout le monde. En attendant, les autorités vont suivre de près l'évolution de l'épidémie dans 20 départements. Incidence très élevée, variants en forte progression et pression hospitalière proche du seuil critique. Qui est concerné précisément? Léopold Audebert avec Noé Thomas. Pas de nouveau confinement localisé ce soir, mais une surveillance renforcée dans 20 départements. L'Île-de-France, une grande partie des régions Hauts-de-France et Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais aussi le Rhône, la Drôme, la Moselle, la Meurthe-et-Moselle et l'Eure-et-Loire, qui présentent des taux d'incidence alarmants. J'ai demandé aux préfets des départements concernés d'engager des concertations avec les élus en vue d'inviter sans attendre tous les habitants à la plus grande vigilance et d'envisager, dans tout ou partie de ces territoires, des mesures de freinage proches de celles mises en place à Nice et Dunkerque. Si la situation se dégrade encore, des mesures renforcées seront prises, mais seulement à compter du 6 mars. Attendre encore avant de confiner donc. Pour cet épidémiologiste, il faut rester très vigilant. Et à Nice, il est peut-être encore temps, comme ça n'a pas encore touché toute la France, de mettre en place des mesures qui peuvent freiner ces nouveaux variants le temps qu'on accumule nos stocks de vaccins et qu'on puisse vacciner massivement. Parce que ce qui est important, c'est de réduire la charge de l'hospitalisation et de la réanimation. Côté vaccination, Jean Castex a annoncé que les 2 tiers des plus de 75 ans seront vaccinés d'ici fin mars. Les personnes âgées entre 65 ans et 74 ans pourront-elles se faire vacciner dès le début du mois d'avril. Malgré les chiffres inquiétants, le gouvernement veut donc se laisser quelques jours de réflexion. Jean-Baptiste Marteau, bonsoir. Comment l'exécutif justifie-t-il ce choix ? Oui, se donner du temps, Carole, l'expression est revenue à plusieurs reprises dans le discours du Premier ministre et ce choix, il s'explique de 3 raisons. 1, le confinement, même limité au week-end, ça coûte très cher à l'économie, notamment au commerce, et c'est un argument qui commence à compter après 1 an de pandémie. 2, et c'est l'argument que craint le plus le gouvernement, celui de l'acceptabilité par la population de nouvelles restrictions. Olivier Véran a évoqué la santé mentale des Français, et c'est vrai qu'avec les beaux jours, ça va devenir très difficile d'enfermer les gens dans leur appartement après une semaine de travail. 3, et là Jean Castex y est revenu longuement, il faut laisser à la vaccination le temps de produire des effets, a dit le Premier ministre, et donc de retarder au maximum l'hypothèse d'un reconfinement. On sait que la vaccination, elle va s'accélérer à partir de la mi-avril. Confiner trop tôt, ce serait donc inefficace, explique un conseiller. Mais au final, Carole, ce sont uniquement les chiffres de contamination et d'hospitalisation dans les prochains jours qui dicteront les choix du gouvernement. Merci Jean-Baptiste Marteau. L'Oise fait partie des départements en surveillance renforcée. Dans certaines villes comme Creil, le taux d'incidence est 2 fois supérieur à la moyenne nationale. Certains sur place, notamment des élus locaux, réclamaient des mesures rapides et fortes. Les réactions ce soir à la conférence de presse de Jean Castex, Florence Mathieu et Élodie Delevoye. Berceau de l'épidémie il y a 1 an, l'Oise reste l'un des départements les plus touchés en France. À Creil, les habitants entre fatalisme et lassitude attendent maintenant le 6 mars pour savoir s'ils seront reconfinés. Il faut qu'on apprenne à vivre avec le virus plutôt que de rester tous enfermés chez soi. Confiner, pour moi, ça peut aider très ponctuellement, mais là, ça commence à être trop long et c'est insupportable. On en a un petit peu marre, puisque d'être privé de liberté depuis 1 an, s'il le faut, il le faut et puis c'est tout. Dans le département, le taux d'incidence est de 265 cas pour 100 000 personnes, au-dessus du seuil d'alerte. À l'hôpital, toutes les opérations de chirurgie ont déjà été déprogrammées. Le maire
espéraient des décisions plus radicales. La situation à l'hôpital de Creil, elle est redevenue, j'allais dire, dramatique. Il n'y a que 2 lits en réanimation de libre hier soir. Ça veut dire que si on a une petite vague qui arrive en plus, l'hôpital est débordé. J'étais pour un confinement. À une demi-heure de là, à Compiègne, la crainte pour beaucoup, c'était de fermer boutique dès ce week-end. Les propos du Premier ministre leur offrent un répit. Je suis assez soulagé quand même, en tant que commerçant. Voilà. Après, garder le couvre-feu, oui, je pense que c'est un bien, mais reconfiner, non. Un soulagement aussi pour les plus jeunes. Plus les mesures restent légères, mieux je me sens par rapport à ça, parce que en tant que jeune, avoir le temps de sortir, c'est important. À Crépy-en-Valois, au centre de vaccination, les médecins, eux, redoutent l'explosion des cas avec l'arrivée des variants dans le département. On a un petit peu l'impression que c'est un peu une cocotte minute qui chauffe. Et est-ce qu'on va avoir dans les semaines qui viennent beaucoup plus de contamination, plus de positivité sur les PCR? C'est pas impossible. L'Oise est sous surveillance. Les concertations avec les élus vont maintenant commencer. Autre département sous surveillance, les Bouches-du-Rhône. À Marseille, on retrouve Giotis Delsart. Bonsoir. Ce sursis de quelques jours est-il vécu comme un soulagement par les Marseillais et les habitants du département ? Oui, tout à fait. C'est un soulagement ici dans l'immédiat, surtout dans cette période de vacances scolaires. À Marseille, comme dans d'autres départements de notre région, on craignait un confinement le week-end, comme cela a été mis en place dans les Alpes-Maritimes à Nice. Vous l'avez entendu, le Premier ministre Jean Castex a annoncé une surveillance renforcée des Bouches-du-Rhône et du département du Var, car ces dernières semaines, la circulation du virus s'est accélérée. Le taux d'incidence dans notre région PACA est de 304 pour 100 000 habitants, c'est bien plus évidemment que la moyenne nationale. Le Premier ministre a aussi annoncé une concertation entre les élus de la région et les services de l'État. Un point sera fait en semaine prochaine, mais le Premier ministre a été bien clair. Si la situation sanitaire ne s'améliorait pas, un confinement le week-end serait envisagé. Merci beaucoup en direct de Marseille. Alors, quelle est l'analyse ce soir de notre médecin ? Bonsoir Damien Mascret, le gouvernement qui se laisse quelques jours avant de prendre une décision. Est-ce que les hôpitaux ont les moyens finalement d'attendre dans ces 20 départements ? Alors ils ont les moyens, mais ils ont des petits moyens parce qu'on le dit depuis des semaines, ils sont tous, la plupart en tout cas, sur des plateaux très hauts et ils sont très hauts dans ces départements. Ce qui veut dire que, on l'a entendu, une petite vague peut suffire à submerger finalement les départements de réanimation et donc à mettre les hôpitaux en difficulté. Alors, c'est ce qui va se passer ou qui peut se passer dans les Bouches-du-Rhône si on voit une augmentation, une ascension plus nette, on la craint, des incidences, parce qu'on est déjà, on l'a dit, au-dessus de 300 pour 100 000 habitants. On n'est certes pas à 600 comme les Alpes-Maritimes, mais 300, c'est beaucoup plus que le seuil d'alerte maximal qui était à 250. Donc, on voit qu'on est déjà dans une zone dangereuse et on sait que les réanimations sont saturées à 91%. On a là aussi des hospitalisations qui sont très élevées, donc la moindre vaguelette, si on peut dire, va mettre vraiment les hôpitaux en difficulté. Autre situation critique en Meurthe-et-Moselle, par exemple. Alors en Meurthe-et-Moselle, ça peut paraître un peu paradoxal parce que l'incidence est beaucoup plus basse, elle est à peine supérieure à 200. Donc là, pour le coup, on ne franchit pas ce seuil de 250, ce seuil d'alerte maximale. Et pourtant, on a décidé de mettre sous surveillance, alors parce qu'il y a effectivement la Moselle voisine qui est en difficulté. Il y a beaucoup d'échanges, évidemment, entre la Moselle et la Meurthe-et-Moselle. Et puis surtout, il y a un autre paramètre dont Olivier Véran, le ministre de la Santé, a parlé et qui regarde de près, c'est le variant. Et là aussi, on a plus de 25% de variants sud-africains et brésiliens qui sont des variants qui accélèrent l'épidémie, ce qui veut dire que même si on n'est qu'à 209 environ aujourd'hui, eh bien ça peut très rapidement monter à 250, 300, 350. Bref, l'accélération peut être rapide. Là aussi, on est avec des saturations qui ne sont pas encore trop élevées, si on peut dire, 60%, c'est quand même important. Donc on a un peu de marge, mais pas tant que ça. Les prochains jours seront donc décisifs. Et à Mayotte, les mesures de confinement déjà en vigueur depuis 3 semaines seront prolongé de 15 jours dans ce département de l'océan Indien. Les hôpitaux sont débordés. Ils ont reçu le renfort de secouristes de la sécurité civile, des médecins urgentistes, des infirmiers, mais aussi 15 tonnes de matériel médical. Dans sa lutte contre l'épidémie, le gouvernement assume sa stratégie de vaccination ciblée. Il promet que toutes les personnes de plus de 50 ans volontaires auront reçu leur première injection
mi-mai. Depuis aujourd'hui, les généralistes jouent un rôle important. Ils ont reçu leurs premiers patients âgés de 50 à 64 ans et présentant des risques, des facteurs de risque. Federico Nicotra et nos équipes en région. Ils ont parcouru 150 km pour cette visite chez leur médecin traitant et recevoir le vaccin. Pour ce couple souffrant d'obésité, cette première injection est une évidence. J'aurais moins peur de sortir quand même. Je sortirais peut-être un peu plus avec mon mari pour aller faire les courses. Sinon, parce que c'est lui qui va faire tout seul, moi j'ai tellement peur que... Comme eux, des milliers de patients à risque âgés de 50 à 64 ans sont vaccinés depuis ce matin. Une décision qui pour certains a demandé un peu plus de réflexion. J'ai lu des articles qui parlaient des vaccins, des 3 vaccins qui sont actuellement prescrits. Et puis finalement, je me suis décidé parce que je trouve que c'est le seul moyen de combattre cette pandémie. Cette première piqûre est pour les médecins libéraux la finalité d'une longue préparation. Dans un premier temps, ils ont dû identifier les patients les plus à risque, puis les convaincre de l'efficacité du vaccin AstraZeneca. Il y avait quelques inquiétudes sur l'efficacité du vaccin, sur les effets secondaires. On les rassure. Il y a une étude écossaise qui vient de sortir qui montre que le vaccin est efficace à plus de 90%. Donc, et les effets secondaires, si vous voulez, ça ne résiste pas à un peu de paracétamol que je vais lui prescrire d'ailleurs, qui va prendre matin, midi et soir pendant 2-3 jours. Et comme ça, il n'y aura aucune fièvre, aucune courbature, ça va se passer très bien. Plus de 500 000 doses ont été distribuées ce jour dans les pharmacies françaises. Le fabricant vient d'annoncer qu'à l'échelle européenne, il livrera 180 millions de doses supplémentaires au deuxième trimestre. Il préconise non plus 2, mais 3 injections qui seraient plus efficaces contre les variants. En matière de vaccination, Israël a une avance considérable sur nous et sur beaucoup de pays. Quasiment la moitié de la population a reçu sa première dose, un tiers la seconde injection. Israël est même devenu un laboratoire d'expérimentation. Les autorités ont commencé à tester un badge vert, un sésame qui permet de reprendre une vie quasi normale. Regardez Nora Boubetra. Tout commence par une prise de température, puis vient la vérification des papiers. Ce badge vert prouve qu'ils ont bien été vaccinés. Oui, il a dit oui. Et voici l'objet de leur joie. Un concert en plein air auquel ils vont assister avec d'autres privilégiés. Enfin. Waouh, c'est incroyable. Après avoir passé 1 an à la maison, c'est vraiment super de sortir pour assister à un concert en plein air, retrouver la culture. Nous sommes vraiment heureuses, non? Oui, bien sûr. Spectacle, hôtel, salle de sport, ce précieux sésame permet désormais aux Israéliens qui ont reçu les 2 doses de vaccin de reprendre les activités dont ils étaient privés. Je me sens plus en sécurité d'avoir été vacciné. La campagne de vaccination a été massive et le vaccin est efficace à en croire une étude israélienne récente. Il permettrait de réduire largement les effets de la maladie et d'espérer moins de contamination. Nous avons des données initiales en Israël qui montrent apparemment que le vaccin pourrait réduire le nombre de virus que l'on trouve chez les patients ou chez les gens qui sont vaccinés de 80%. Et donc de ça, on suppose que ça pourrait réduire aussi la contamination d'autres personnes par les gens vaccinés. Mais il faudra encore patienter quelques mois pour en avoir la confirmation. En attendant, les Israéliens vaccinés pourraient aussi bientôt profiter des restaurants. Le gouvernement y songe pour début mars. Ce soir, le 15 de France occupe l'actualité, pas pour ses performances sportives, mais parce qu'il est devenu à lui seul un foyer épidémique. Le match France-Écosse reporté à cause de 16 cas recensés. Parmi eux, l'entraîneur Fabien Galtier. En une semaine, le virus s'est propagé. On ne comprend pas pourquoi, car officiellement, tout le monde, toute l'équipe était à l'isolement. La ministre des Sports a demandé une enquête. Benoît Véran. Genou à terre pour l'équipe de France. Un 16e cas déclaré, le match de dimanche annulé face à l'Écosse. Aujourd'hui, tous les joueurs sont confinés en chambre. Pourtant, hier encore, on était parti pour jouer le match. Raphaël Ibanez et les joueurs s'apprêtaient à recevoir les moins de 20 ans, les U20, comme partenaires d'entraînement. D'un point de vue sanitaire, évidemment, il est hors de question de prendre le moins de risques. Donc en fait, les U20 qui vont nous rejoindre à partir de 13h
Ce sont des joueurs qui sont immuno-Covid. Mais encore une fois, focus sur dimanche. Malheureusement, ce sera pour une autre fois. Alors, que s'est-il passé? Le 15 de France évolue pourtant dans une bulle sanitaire. Y a-t-il eu négligence? Ce combat de très haut niveau fabrique des liens et une culture de fonctionnement du fait d'être proches les uns des autres qui est difficile à contrarier, même dans un contexte sanitaire extrêmement exigeant. Certains évoquent notamment le match remporté face à l'Irlande le 14 février. On voit Fabien Galtier embrasser les joueurs, tous sans masque. 24 heures plus tard, le sélectionneur est déclaré positif. La Covid se propage alors comme une traînée de poudre. Je voudrais savoir réellement si quelqu'un a fauté ou pas, tout simplement. C'est vrai qu'il y a un protocole qui est très strict, mais vous savez, à partir du moment où le président de la République est contaminé, et je sais que le protocole autour de lui doit être très strict, ça montre bien encore une fois que ce virus il est difficile à maîtriser. La ministre des Sports a demandé qu'une enquête soit diligentée. Quant à la date du report du match face à l'Écosse, mystère, les problèmes de calendrier ne font que commencer. 2 jours après la mort de 2 adolescents victimes de violences entre bandes, une nouvelle rixe a eu lieu aujourd'hui. Toujours dans l'Essonne, 2 groupes se sont affrontés devant une clinique d'Évry-Courcouronnes. Bilan, un blessé par arme blanche. Il a été hospitalisé, mais son pronostic vital n'est pas engagé. 3 personnes ont été interpellées. La relative bonne résistance des PME face à la crise. 660 000 ont bénéficié d'un prêt garanti par l'État, mais 68% n'ont quasiment pas touché à cet argent, une sorte de trésorerie de précaution pour préparer l'avenir. Malgré tout, une petite minorité de patrons se dit en très grande difficulté, incapables de rembourser leurs prêts. Sandrine Fedel avec Luc Edrich. Allez, go, allez, zone. Franchir les obstacles, Newton le chien s'y entraîne. Mais c'est aussi le défi quotidien de Michael Magin. Ouais, il a hésité un peu parce qu'il Il a fondé cette salle de sport canine l'an dernier. Avant le couvre-feu, il ouvrait sa salle jusqu'à 23 heures. On perd 6 heures de travail par jour là actuellement. Donc sur notre activité hebdomadaire, ça représente quasiment la moitié de notre volume horaire. En novembre, il avait contracté un PGE, un prêt garanti par l'État de 26 000 €. Prêt qui lui a permis de payer ses loyers. Mais même s'il peut différer le remboursement d'1 an, il craint pour son activité. On n'aura pas la possibilité de rembourser le PGE. On a beaucoup d'interrogations qui sont liées simplement au peu de visibilité qu'on a sur l'avenir. On ne sait pas quand est-ce que le couvre-feu va être interrompu. On ne sait pas quand est-ce qu'on pourra reprendre l'intégralité de nos activités. On a perdu 50 000 € de concours sur l'hiver. Des patrons à bout de souffle. 8% des chefs d'entreprise qui ont souscrit un PGE craignent de ne pas pouvoir le rembourser. A l'inverse, 68% n'y ont pas ou peu touché. Dans cette PME d'aromathérapie, le chef d'entreprise a bénéficié de 350 000 €. Donc huile de massage ici, composition à diffuser, huile végétale pour faire des préparations à base d'huile essentielle. Un prêt contracté lors du premier confinement, quand l'entreprise a vu ses ventes chuter. Depuis, les affaires ont repris. Le patron s'inquiète moins pour son avenir. On a utilisé peut-être la moitié du PGE pour des besoins de trésorerie et on a terminé l'année de façon plutôt honorable parce qu'on a vendu beaucoup d'huile essentielle et que c'était un produit que les gens attendaient. Ça nous a permis de passer le cap sur le plan financier. Ça nous a sécurisé. Même si la situation est plus sereine, par précaution, l'entreprise envisage aussi de rembourser sur plusieurs années, comme 60% des PME qui ont obtenu un prêt garanti par l'État. À l'image de la Corse, plusieurs régions sont ce soir en alerte pollution aux particules fines. La Bourgogne-Franche-Comté, une partie de la Nouvelle-Aquitaine, idem pour Auvergne-Rhône-Alpes, qui est même en alerte rouge. C'est la conséquence des températures printanières et d'un vent chargé de particules venues du Sahara qui colore en jaune l'atmosphère, vous le voyez. Les autorités appellent à la vigilance. Les vitesses sont limitées sur les routes. Le chauffage à bois est interdit. Les concessions automobiles sont-elles vouées à disparaître? Dans moins de 10 ans, ce réseau de distribution classique pourrait être réduit d'1 tiers. La crise sanitaire a accéléré les ventes de voitures neuves sur Internet. C'est tout un modèle à repenser. Sophie Lançon avec Noridine Tar. Sur le parking de cette concession en banlieue parisienne, des dizaines de véhicules alignés, prêts à être testés par les clients. Ça va de la berline familiale au nouveau modèle électrique.
Et on peut faire essayer donc, sur rendez-vous principalement aux clients. Des véhicules, mais pas beaucoup de clients. Ce responsable le constate chaque jour. Il y a 5 ans, les acheteurs passaient en moyenne 8 fois. Aujourd'hui, ils ne viennent plus qu'1 ou 2 fois sur site. La crise sanitaire a tout accéléré. On a du trafic en moins, ça c'est sûr. Par contre, il est paradoxalement plus qualitatif. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont plus sûrs de leur choix, mieux renseignés, des fois trop. Et voilà le dossier. Ce client le confirme, même bien renseigné, pour lui, l'achat d'un véhicule ne peut pas être virtuel. Il faut venir au moins une fois en concession. Je l'aime sur les boutiques. On peut voir les véhicules vraiment devant moi. Je veux toucher, je veux conduire tout ça. Pourtant, là encore, la crise sanitaire a tout bouleversé. Ce responsable d'une grande marque prépare déjà l'étape d'après, le tout digital et les visites virtuelles. Je m'assois à l'intérieur du véhicule comme lui. Je me positionne réellement comme si j'étais au volant du véhicule. Je lui montre le système multimédia avec les différents boutons. Selon ce dirigeant, un client sur 3 se dit désormais prêt à acheter sa voiture totalement en ligne. On est à 10% avant la pandémie, donc vraiment multiplié par 3 aujourd'hui. Et donc le fait de mettre en place une plateforme transactionnelle online, oui, ça fait partie de l'évolution naturelle, vraisemblablement de la distribution automobile. Sans compter un autre service demandé par les clients pendant les confinements, la livraison à domicile. Alors avec tous ces bouleversements, les concessions à l'ancienne sont-elles menacées? Selon une étude, 30% pourraient disparaître à l'horizon 2030. Un scénario noir d'après cet expert. Il est clair que la visite familiale en concession le week-end c'est terminé ou quasiment. En revanche, la concession n'est pas appelée à disparaître. Il y a le contact quand même avec ce véhicule qui vaut souvent plus de 20 000 €. C'est un achat qui est loin d'être anodin pour les ménages français. Les voitures d'occasion, en revanche, pourraient prendre une autre route. 20% se vendraient déjà uniquement en ligne, un marché en pleine expansion. Qui l'eût cru, boudé pendant des années, les Charentaises sont redevenues tendance. Entre télétravail, confinement et couvre-feu, les fameux chaussons ont retrouvé leur place à la maison. 130 000 paires vendues l'an passé, ce qui fait le bonheur de l'un des derniers fabricants français en Charente, Anne-Claire Leusanne, avec Anne Guillet-Épée et Julien Delage. La Charentaise, une pantoufle devenue célèbre grâce à son confort avec le fameux cousu retourné. Pour relancer cette fabrication traditionnelle, des ouvriers expérimentés ont été embauchés. Certains ont posé leurs conditions pour travailler ici. J'ai demandé si on pouvait rester en chaussons, c'est tout. Pour travailler, voilà. Et alors ils m'ont dit oui. Martine Virolo, 40 ans d'expérience, a vécu 3 fermetures d'entreprises. Cette reprise d'activité est une aubaine pour elle. J'ai quand même un certain âge et puis c'est pas facile de trouver du travail. En plus, j'ai fait que ça toute ma carrière dans la chaussure, donc je voyais pas faire autre chose. Ça a été une chance pour moi, je suis très contente. L'âge d'or de la Charentaise, les années 60. Ici à La Rochefoucauld, une dizaine d'ateliers qui produisent des milliers de paires. 30 ans plus tard, la concurrence asiatique emporte tout et en 2019, la dernière manufacture disparaît. Le sauveur de la production en Charente, c'est lui. Olivier Rondino et son associé viennent de relancer la production dans ce petit bâtiment. Dans la famille Rondino, on fabrique des Charentaises depuis 4 générations. Le patron connaît toutes les ficelles. On va avoir une telle surépaisseur, si tu veux, qualitativement parlant, ça va pas être beau. Et bon. C'est même lui qui fabrique les aiguilles, introuvables aujourd'hui dans le commerce, tout comme les machines qui ont plus de 50 ans. Il y a une pièce qui est tombée, donc faut la remettre en place. Chaque jour, les commandes affluent sur Internet. Les collections sont renouvelées chaque année et la crise sanitaire a boosté les ventes. On est sur un produit qui se porte à la maison. Le Covid a aidé aussi à cette consommation, tout simplement parce qu'on est tous confinés les uns les autres. 130 000 paires ont été vendues l'an dernier. La Charentaise, une valeur sûre pour les clients, un Made in France, décidément très tendance. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dernier rendez-vous avec l'info le 23h avec Soria Khaldoun sur France Info, Canal 27. Excellente soirée. La semaine prochaine pour le 19-20, vous retrouvez Virna Saki. À bientôt. Bonsoir. Retrouvez toute l'info en continu sur le Canal 27.